Bonjour, voici le chapitre 1 de géographie qui s'intitule Les clés de lecture d'un monde complexe. En introduction, nous pouvons dire tout d'abord que le monde bipolaire s'est achevé avec la fin de la guerre froide. Un monde multipolaire émerge de plus en plus complexe. Les acteurs de la mondialisation sont multiples et de nouvelles rivalités de puissance apparaissent. Les États du Sud, nous verrons qu'il faut mieux dire les Suds, s'affirment face aux États du Nord. Nous verrons également qu'il vaut mieux parler des Nord. Pour comprendre cette situation nouvelle, il convient d'utiliser des grilles de lecture qui apportent des explications. Les cartes sont des outils indispensables pour analyser cette complexité. Toutefois, leur utilisation nécessite un regard critique. La problématique de ce chapitre est la suivante. Comment le croisement de grilles de lecture permet-il de comprendre la complexité du monde actuel? Le plan se compose de 4 parties. Tout d'abord, une lecture géoéconomique du monde actuel, ensuite une lecture géopolitique, puis une lecture géoculturelle, et nous finirons par une lecture géo-environnementale. Commençons par une lecture économique du monde actuel. Qu'est-ce que la géoéconomie? Comme vous pouvez le voir dans cette définition, il s'agit d'une analyse territoriale ou spatiale des stratégies économiques des États ou bien des entreprises ou encore des différents acteurs du monde de la finance et du commerce, tout cela dans un monde globalisé, mais aussi une étude des inégalités produites par les rapports de force entre ces acteurs. Commençons tout d'abord par étudier une carte de l'indice du développement humain. Les États du monde, comme vous pouvez le voir ici, se caractérisent par de fortes inégalités de développement. Attention, comme vous le savez, il ne faut pas confondre richesse et développement. La richesse se mesure grâce au PIB par habitant, alors que le développement englobe deux autres paramètres, à savoir l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation. Les États du monde se caractérisent aussi par l'émergence de nouveaux pôles économiques, comme le montre ici la carte de l'émergence de nouveaux pôles économiques, puisque c'est le titre de cette carte. Alors, tout d'abord, commençons par présenter cette carte. La légende comporte deux parties. Vous avez tout d'abord un classement des pays en fonction de leur impact dans les négociations internationales. Vous avez tout d'abord les membres du G8, donc les pays les plus développés, ensuite les membres du G20, donc le G8 élargi à d'autres pays, les BRIC ou pays émergents, l'ancien tiers-monde aujourd'hui éclaté, et puis en rose, vous avez les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Autre paramètre dans cette légende, l'évolution de la croissance moyenne du PIB des États du G20 entre 2000 et 2009. Ce paramètre est représenté par des cercles proportionnels au PIB. Alors, passons à l'analyse ou description de cette carte. Ce planisphère illustre l'idée de basculement du monde en ce qui concerne la richesse économique en opposant les pays développés qui ont une faible croissance, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon également, et les pays émergents qui ont une croissance beaucoup plus forte, c'est-à-dire ici les BRIC, à savoir le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et la Russie
mais la Russie, nous verrons qu'il faut la mettre un petit peu à part. Alors, cette émergence se retrouve dans la gouvernance mondiale. En effet, les pays émergents se retrouvent avec les pays développés dans le G20. Le G8 regroupe, lui, uniquement les pays développés. Au départ, c'était le G7. Celui-ci a inclus la Russie pour former le G8 en 1998, suite à la fin de la guerre froide, mais la Russie, de nouveau, a été écartée à cause de l'annexion de la Crimée en Ukraine en 2014. L'ensemble des pays du G20 représentent 85% du commerce mondial, les 2/3 de la population mondiale et plus de 90% du produit mondial brut. À regarder de plus près, l'Indonésie a bénéficié d'une croissance importante, comme l'Argentine, ici, l'Arabie saoudite, ici, et la Turquie, ici. Tous ces pays ont une croissance située entre 3% et 5%. En ce qui concerne la Chine, son PIB se situe entre 5 et 10%. Pour tous ces pays, on a une croissance supérieure à celle des pays développés. La mondialisation rend obsolète, c'est-à-dire totalement caduque, inutile, la grille de lecture traditionnelle qui oppose le Nord et le Sud. Quant au PED, c'est-à-dire les pays en développement, ils demeurent en marge de celui-ci, notamment les 49 pays les moins avancés, les PMA, dont la très grande majorité se trouve en Afrique, ici. Le XXIe siècle est celui aussi de l'intensification des flux, notamment des flux de marchandises, comme le montre cette carte de 2012. Cette carte souligne la diversité et l'intensité des échanges de marchandises dans le monde. À cette époque, c'est-à-dire 2012, on y retrouve les 3 pôles majeurs de l'économie, à savoir l'Europe de l'Ouest, occidentale donc, essentiellement les pays de l'UE, l'Asie orientale, ici, autour du binôme Japon-Chine, et l'Amérique du Nord, ici. Les flux entre ces 3 pôles sont très importants, mais ils restent dominés surtout par l'intensité des flux intra-régionaux, notamment en Europe, qui sont représentés sur cette carte par des cercles proportionnels au poids de ces échanges. L'intérêt de la carte repose d'ailleurs en grande partie sur le choix du cartographe qui simplifie ici sa représentation. Nous avons une projection polaire ici. La carte souligne également la faiblesse des flux secondaires et particulièrement sud-sud entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Nous pouvons toutefois critiquer cette carte à cause du choix fait par le cartographe d'une projection polaire à l'échelle mondiale. Cette représentation privilégie les grands espaces régionaux et les continents. Cela ne permet pas de montrer la montée en puissance des pays émergents dans le commerce mondial comme l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Passons maintenant à la deuxième partie, une lecture géopolitique du monde. La géopolitique est l'analyse territoriale ou spatiale des rapports de force ou des rivalités de pouvoir entre les États et ou, cela dépend, différents acteurs spatiaux, les groupes armés, les organisations, etc. Tout d'abord, voyons à travers la
carte de la géopolitique du monde actuel, hein, la situation que nous pouvons observer aujourd'hui. Même si la mondialisation et la lecture économique du monde incitent à effacer les frontières entre les États, ces mêmes États demeurent des acteurs essentiels dans les équilibres géopolitiques mondiaux. Ces équilibres sont menacés par les conflits qui se présentent sous des formes diverses. Dans la légende, vous pouvez observer dans la partie 4 un monde déstabilisé, des guerres récentes, notamment des guerres civiles. Alors vous avez par exemple la Syrie depuis 2011, vous avez également la guerre civile au Myanmar, l'ex-Birmanie, ici. Vous avez également les actes de piraterie, surtout au large de la Somalie, dans la partie que l'on appelle la Corne de l'Afrique. Vous avez également des conflits entre États, interétatiques, par exemple entre l'Inde et le Pakistan, ici, à propos d'une région qui se trouve au nord de l'Inde, appelée le Cachemire. Vous avez également le conflit israélo-palestinien, ici, au Proche-Orient. Les facteurs de cette instabilité sont nombreux. Il s'agit de problèmes de reconnaissance de frontières en Asie, des rivalités interethniques aussi en Afrique. Vous avez également des conflits liés à l'arme nucléaire, comme indiqué dans la partie 5 de la légende, ici. Le contrôle de l'eau aussi, parfois. Tous ces éléments apparaissent sur des cartes de la géopolitique. À travers les organisations internationales, les États nouent des relations et essaient de résoudre les conflits que nous venons d'évoquer qui secouent la planète. Dans ce cadre, l'ONU joue un rôle majeur. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'ONU, une présence sur presque tous les fronts du conflit. La carte présente les missions de l'ONU pour le maintien de la paix dans le monde. Les deux principales zones d'instabilité sont l'Afrique subsaharienne, donc au sud du Sahara, et le Moyen-Orient, ici. L'ONU est face à un nouvel enjeu auquel elle doit répondre dans un monde aujourd'hui en pleine mutation. Seuls les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, se partagent le pouvoir exécutif et ont un droit de veto sur les interventions des casques bleus. Cette situation, qui est l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, est aujourd'hui contestée par les pays émergents tels que l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, mais aussi le Japon, qui revendiquent leur place au sein de cet organisme de décision. Passons maintenant à la troisième partie, une lecture géoculturelle du monde. La géoculture est donc l'analyse territoriale des phénomènes culturels, de leur affrontement ou interaction dans l'espace et de leur diffusion géographique. On parle ici des langues, des religions, du patrimoine, du paysage, des sports, etc. La mondialisation fait du monde un village global. La révolution des communications et des moyens de transport, la généralisation d'Internet ont réduit les distances entre les territoires, les sociétés et les individus, même s'il y a un inégal accès à Internet, comme le montre
la carte que vous pouvez voir ici sur les enjeux d'Internet. Cette carte illustre l'importance des réseaux Internet dans la mondialisation, mais on constate un inégal accès au réseau. Si le taux de pénétration d'Internet est d'environ 80% en Amérique du Nord, ici en vert, Japon et Australie, de 65% en Europe, ici, les pays d'Asie et d'Afrique possèdent encore une grande marge de progression. Les 2/3 d'ailleurs de la population mondiale sont déconnectés de la toile. On constate aussi qu'un certain nombre d'États veulent garder le contrôle d'Internet en censurant les informations. Ils sont représentés par un trait violet épais. Vous avez la Chine, le Vietnam, ici au sud de la Chine, la Syrie et l'Iran, ici, et la Syrie, là. Voilà. Nous pouvons émettre toutefois une critique à propos de cette carte. La projection qui est choisie est très particulière puisque l'Amérique est située au centre. C'est donc une vision états-unienne du phénomène d'Internet et cette vision met l'accent sur le contrôle d'Internet par les États-Unis. On retrouve cette uniformisation dans le domaine du sport et notamment des événements sportifs. Le football en est l'exemple type. C'est un sport mondial, comme le souligne le nombre de pays membres de la FIFA, la Fédération internationale du football. 207 pays y figurent contre 193 pour l'ONU. La carte montre à travers les couleurs le pourcentage de licenciés par rapport à la population totale. Vous pouvez remarquer que les pays développés, notamment en Europe, ont des taux de licenciés assez importants et qu'ils sont beaucoup plus faibles en Asie ou dans certains pays d'Amérique latine et d'Afrique. Si on émet une critique de cette carte, on peut dire que cette carte privilégie le nombre de joueurs licenciés. Or, dans la réalité, notamment sur les continents les plus pauvres, Afrique et Amérique latine, le football se développe en dehors des fédérations. Une autre remarque, mais qui n'est pas une critique, sur le type de carte que vous avez. Ici, il s'agit d'une carte anamorphose, c'est-à-dire que les États sont représentés à travers un thème de manière proportionnelle. Ici, chaque État est représenté par un cercle proportionnel au pourcentage de licenciés par rapport à la population totale. Toutefois, le monde reste divisé en grandes aires culturelles. Face à une uniformisation du monde, se maintient une forte diversité linguistique et religieuse, comme le montre ici la carte sur la mosaïque des religions dans le monde. Passons maintenant à la dernière partie, une lecture géo-environnementale du monde. Comme à chaque fois, définissons ici le géo-environnement. Il s'agit d'une analyse territoriale, spatiale, des phénomènes environnementaux tels que le réchauffement climatique, les pollutions, les conséquences sur les populations, les ressources, etc. Aujourd'hui, les besoins des populations augmentent, mais comme vous le savez, les ressources de la planète sont limitées et inégalement réparties. Or, la croissance de la population est aujourd'hui encore forte. En 2050,
elle sera de 9,5 milliards ou 10 milliards d'habitants. La pression exercée sur ces ressources est forte et le sera encore pendant pas mal d'années, provoquant de nombreuses atteintes à l'environnement. Prenons l'exemple des émissions de CO2. Ici, pour présenter la carte, vous avez les émissions de CO2 en millions de tonnes, représentées par des cercles, les couleurs en tonnes par habitant. Plus vous allez vers le foncé, plus les émissions de CO2 par pays et par habitant sont importantes. Le cercle vert concerne les pays qui se sont engagés à limiter ou à réduire leurs émissions de CO2 lors d'une conférence qui s'est déroulée à Kyoto. C'est pour ça que nous parlons du protocole de Kyoto. Alors, que constatons-nous? Tout d'abord que les principaux émetteurs, pays émetteurs de CO2, sont les pays les plus développés. Canada, États-Unis, ici. Ensuite, vous avez l'Allemagne en Europe, la Russie, l'Australie, ici. Tous ces pays, plus le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'UE, ont ratifié, signé le protocole de Kyoto, sauf les États-Unis et le Canada. Le Canada s'est retiré de ce protocole en 2011 car il exploite des sables bitumeux de l'Alberta, une région de ce pays, les sables bitumeux étant une forme particulière de pétrole, et cette exploitation existe depuis les années 90 au Canada. L'UE est la seule organisation internationale qui a signé ce protocole. Par ailleurs, nous pouvons constater que les États à faible émission de CO2 sont les pays les plus pauvres, notamment les moins avancés en Afrique ou en Asie, Asie du Sud, ici. Or, cette carte date de 2011. Depuis cette année-là, la situation, comme vous le savez, s'est aggravée et les politiques de réduction des gaz à effet de serre sont insuffisantes, d'autant plus que les engagements pris par les pays ne sont pas respectés. Par ailleurs, la croissance démographique provoque aussi des besoins croissants, d'où une augmentation de la pression sur les ressources comme l'eau, par exemple. Si on part du principe que l'accès à l'eau potable correspond à 25 litres par personne à 200 mètres du lieu d'habitation, nous pouvons constater sur la carte que c'est en Asie et en Afrique que le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau est le plus élevé. La carte montre la gravité de la situation en Afrique, les pays représentés en jaune, c'est-à-dire entre 50 et 78% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Cette carte anamorphose a une particularité, les pays développés n'y sont pas représentés car toute leur population a accès à l'eau potable. Amérique du Nord, les pays européens, un certain nombre de pays d'Asie comme le Japon, Corée du Sud, etc. L'Australie, Nouvelle-Zélande, donc l'Océanie également. L'accès à l'eau est lié au développement car disposer d'une eau abondante ne suffit pas à assurer l'accès à l'eau potable. En effet, beaucoup de pays ont des ressources importantes en eau, mais n'ont pas les moyens de les transformer en eau potable, usines de retraitement, etc., faute de moyens financiers. Il y a donc nécessité d'une gouvernance mondiale
en matière d'environnement grâce à l'organisation de grandes conférences ou de sommets internationaux. Malheureusement, comme nous l'avons vu, les pays signataires de ces grandes conférences ne respectent pas leurs engagements et les pays en développement considèrent ces conférences comme des lieux où les pays développés donnent des leçons aux pays les moins avancés ou aux pays en développement, ce qui explique leur réticence par rapport donc à la préservation de l'environnement. Voilà pour ce chapitre. Au bac, vous pouvez avoir sur ce chapitre une analyse d'un ou deux documents. Évidemment, si vous avez un sujet qui tombe sur ce chapitre, il y aura obligatoirement des cartes.